Bonjour à tous. Je t'entends plus J'espère... bien. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Clara. J'espère que tu vas bien aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un webinaire sur l'accompagnement fonctionnel de la périménopause, cas clinique et stratégie personnalisée qui est présenté par le laboratoire Biform. Euh, alors, pour ce webinaire, on a la chance d'être avec Clara Materne, qui est nutrithérapeute et praticienne en santé fonctionnelle, également spécialisée dans l'accompagnement hormonal et formée par Stéphane Résimond et Guénaël. Clara, un tout grand merci d'être là aujourd'hui et je te laisse la parole pour la suite du webinaire. Alors, bonjour, bonjour. Attends, je te partage mon écran complet, comme on vient de le répéter tranquillement. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Ouais, c'est parfait. On voit très Donc, bien ton écran. super. Donc, bonjour à tous et merci de m'accueillir et de me proposer ce webinaire. Donc, merci à Simplicure et merci surtout au laboratoire Biform que je vais présenter aujourd'hui et proposer. Donc, moi, je voulais d'abord faire le point par rapport au laboratoire Biform. C'est un laboratoire avec lequel je travaille depuis longtemps, mais ce n'est pas le seul avec qui je travaille. Donc, je travaille avec plein d'autres laboratoires, mais Biform, il a cette particularité d'être un labo hyper traçable avec des produits, des gélules en pillulane, etc. Et donc, j'essaie toujours de travailler avec des labos qui ont cette éthique. Voilà, c'est un petit labo, donc on est sûr que les matières premières sont bonnes, etc. Donc voilà, j'ai vraiment pas de conflit d'intérêt par rapport à ce labo et il est vraiment qualitatif. Je travaille avec eux autant qu'avec d'autres labos. C'était le petit point que je voulais faire. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partir d'un cas clinique pour être directement dans le concret des choses et pas trop théoriser en fait. Donc on y va. Alors, je me suis penchée sur une patiente que j'ai vue au mois de juin, qui s'appelle Laura, qui a 43 ans. J'aime bien commencer toujours mes présentations par la conclusion, parce que là, peut-être que vous n'avez pas encore déjeuné, donc vous êtes encore un peu concentré. Donc, s'il y a une seule chose à retenir de ce que je vais raconter ici maintenant, c'est qu'ici, on va être sur un cas clinique de fatigue ovarienne et que cette fatigue ovarienne, elle conduit à une dysovulation qui entraîne une chute de progestérone en fin de cycle, qui a les conséquences suivantes. Un syndrome prémenstruel qui est augmenté, les troubles thyroïdiens qui sont augmentés, une anxiété qui est augmentée, les troubles digestifs sont augmentés également, et donc comme conséquence, on peut avoir une prise de poids. Donc voilà, s'il y a une seule chose que vous devez retenir, c'est ceci. Après, on va rentrer maintenant évidemment beaucoup plus dans les détails. Donc, hop. Alors, après la première consultation, Laura, on peut dire quoi d'elle? Elle est âgée de 43 ans, elle mesure 1,68 m pour 63 kg, donc elle est dans un normopondéré. Elle a 2 enfants adolescents, elle travaille à temps plein, elle a une vie bien active, elle s'occupe beaucoup de la maison. Elle n'a pas de contraception hormonale, c'est son mari qui s'est fait vasectomiser. Ils ne veulent plus avoir d'enfants, donc ils ont pris cette décision-là. Elle consomme peu d'alcool, juste en sortie, mais pas à la maison. Elle boit bien, elle s'hydrate bien, elle a une activité physique régulière et qualitative. Elle ne se plaint pas de cynie, d'allergie ni d'eczéma. Elle a eu un peu d'acné pendant son adolescence, mais plus rien depuis. Alors, au niveau de son assiette, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est pas mal du tout. Donc, on voit qu'elle s'est déjà beaucoup intéressée à la nutrition. Elle a déjà un petit déjeuner protéiné. Elle mange des œufs, de la truite fumée. Elle fait attention à acheter bio. À midi, elle est à l'extérieur, mais elle essaie toujours de composer des repas avec 50% de légumes. Elle mange quand même des protéines encore à midi. Sa collation parfaite avec fruits oléagineux et son souper, dîner en France ou souper en Belgique, ça dépend d'où vous venez, c'est 50% de légumes et puis elle varie en fonction de sa famille. Voilà, ça reste quand même une assiette hyper équilibrée. Elle se plaint d'un peu plus de reflux quand elle mange un peu plus lourd et un peu plus tard. Alors, récemment, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau et pourquoi est-ce qu'elle consulte? C'est qu'elle a pris du poids de manière inexpliquée sans avoir changé quoi que ce soit à son alimentation ni à son activité physique. Elle a plus de troubles digestifs, donc elle se sent beaucoup plus constipée, elle a des gaz, elle ballonne, elle a plus de pesanteur au niveau de l'estomac, elle sent qu'elle met plus de temps à digérer, elle a plus de brûlures, voilà, ça devient un peu plus régulier et elle a des selles qui sont parfois collantes et salissantes. Elle se plaint de plus de perte de cheveux, elle a une peau qui s'assèche et qui s'affine.
elle a plus de problèmes de concentration, de mémoire. Elle a plus de stress et tout ce qui va être lié au stress, donc le bruxisme, des palpitations, situation de stress, plus d'anxiété. En signe clinique de carence de magnésium, il y a toujours le bruxisme qui est là, mais elle a aussi des crampes au mollet la nuit et plus de nervosité. Son reflux, ça devient plus régulier maintenant, alors qu'avant, elle n'avait rien. Des problèmes de sommeil, elle a plus de mal à bien dormir, elle a un sommeil plus léger, ça depuis qu'elle a eu des enfants, mais là, il y a plus de transpiration, donc ça devient plus compliqué la nuit. Elle est plus sensible au bruit, elle est plus sensible à la lumière, elle a une perte de libido et elle est plus frileuse. Alors, au niveau gynécologique, elle avait des cycles réguliers avant, maintenant ça devient plus régulier. Donc elle était à 26 jours comme une horloge et maintenant elle va avoir des cycles de 21, de 30, de 27 jours. Elle a des règles qui sont plus abondantes, surtout les 2 premiers jours. Elle a des signes de spotting. Donc le spotting, si tout le monde ne sait pas ce que c'est, ce sont des petites taches brunes qu'on va avoir avant d'avoir ses règles. Et donc ça, elle n'en avait pas avant et maintenant c'est apparu. Au niveau de l'observation de son cycle, je lui ai demandé si elle arrivait à déterminer quand elle ovulait. Elle ne sait pas trop, elle ne connaît pas les méthodes d'observation du cycle, donc elle dit qu'elle remarque qu'il y a une différence dans sa glaire cervicale, mais elle ne sait pas très bien à quoi c'est lié, donc je lui ai expliqué, je lui ai donné des documentations à lire pour voir qu'elle essaye d'observer au maximum son ovulation et la qualité de son cycle. Son acné passé, on l'avait déjà mentionné avant. Des mycoses, elle a des mycoses régulières, souvent liées au cycle, et un syndrome prémenstruel qui est accentué, donc plus de mal à la tête, plus de seins tendus, plus de rétention d'eau et plus de fatigabilité, plus d'irritabilité, surtout quelques jours avant les règles. On peut déduire de ces signes cliniques après la première consultation. On peut pointer quoi ? Simplement sa digestion, on va suspecter une hypochloridrie et une dysbiose probable de putréfaction. On va noter aussi qu'il y a une augmentation de son anxiété générale avec la qualité de son sommeil qui est moins bonne, la gestion de son stress qui est moins bonne. On sait que son syndrome prémenstruel est augmenté et on va lister toute une série de signes d'hypothyroïdie. Et donc, ces points-là, ça peut nous faire penser à quoi ? Eh bien, simplement ce manque de progestérone en fin de cycle. Donc, si on doit toujours essayer de raisonner en remontant à la cause, et voilà, on a les signes cliniques. Ces signes cliniques, on va essayer de pointer les troubles qu'elle va rencontrer, et puis on va essayer de remonter à la cause. Alors ici, la cause de la cause, elle est totalement physiologique et naturelle, vu que la baisse de l'activité ovarienne entre 40 et 50 ans chez une femme, c'est tout à fait physiologique et normal. Mais ça va occasionner quoi ? Ça va occasionner ce manque de progestérone en phase lutéale. Ce manque de progestérone en phase lutéale, eh bien, on va avoir une moins bonne conversion de la T4 vers la T3, donc probable signe d'hypothyroïdie qui vont arriver. Et ici, on en a listé quelques-uns, dont le principal, évidemment, étant la frilosité, etc. Et l'hypochloridrie est aussi une des conséquences de l'hypothyroïdie, vu que c'est la T3, l'hormone thyroïdienne active, qui va être le chef d'orchestre au niveau de la digestion. Cette hypochloridrie, donc trop peu de pH, un pH trop peu acide dans l'estomac, va occasionner une dysbiose de putréfaction par maldigestion des protéines. Et donc voilà, de cette dysbiose de putréfaction, si on prend juste en charge, par exemple, l'intestin, mais qu'on ne remonte pas à la cause initiale et réelle, on va pouvoir prendre cette cause-là, mais au final, ça va revenir et on va devoir retraiter plusieurs fois. Le traitement ne sera pas efficace. Donc, je fais quelques rappels sur les causes principales de dysovulation. Pourquoi ? Parce que ici, même si la baisse de l'activité ovarienne elle est physiologique, on va pouvoir essayer de l'optimiser le plus longtemps possible pendant toute cette période de périménopause avant la cessation totale de l'activité ovarienne. On va avoir une période un peu plus difficile à prendre en charge parce que on va essayer d'optimiser au maximum cette ovulation pour que la qualité des cycles soit bonne, que tous les troubles associés disparaissent le plus possible et qu'on ait une transition beaucoup plus douce vers la ménopause une fois qu'elle s'installera de manière définitive. Donc, on va essayer de remonter tous les curseurs possibles pour optimiser cette ovulation. Et dans ces curseurs, il y a quoi ? On va essayer de prendre en charge la thyroïde, donc tous les signes d'hypothyroïdie. Ici, c'est sûr qu'elle en a, donc il y a des choses à faire.
Au niveau de l'hyperandrogénie, chez elle, on n'a pas vraiment pointé de signe, mais on va quand même demander aux analyses, on verra plus tard. L'hyperprolactinémie est une autre cause de dysovulation, donc ça, on va quand même aussi le demander aux analyses. L'hypoœstrogénie, là, on ne sait pas trop, donc il faudra voir par rapport aux analyses ce que ça raconte, mais elle a quand même des règles abondantes, donc est-ce qu'elle a trop d'œstrogène, trop peu d'œstrogène? Par rapport au manque de progestérone, entre les œstrogènes et la progestérone, si vous voulez, c'est toujours le gap entre les deux qui va causer les troubles du syndrome prémenstruel. Donc, il faut quand même évaluer. Et les perturbateurs endocriniens. Donc là, c'est évidemment toute la case domestique à revoir avec elle. Alors, les conséquences d'une dysovulation, c'est moins bonne lutéinisation du corps jaune, donc une moins bonne production de progestérone en deuxième phase de cycle, un déséquilibre de la balance œstroprogestéronique. Donc ici, je dis expressément progestéronique parce que c'est lié à la progestérone naturelle et donc je préfère utiliser ce mot-là. Donc, on a un syndrome prémenstruel augmenté et on a aussi un cercle vicieux de l'hypothyroïdie. Donc, ce cercle vicieux, c'est quoi? C'est le manque de progestérone qui occasionne la moins bonne conversion de la T4 vers la T3. C'est un des aspects du cercle. Et moins de T3 va donner de l'hypothyroïdie, qui est une des causes de dysovulation. Et voilà, la boucle du cercle est complète. Et l'anxiété augmentée aussi parce qu'on sait que la progestérone, elle va être GABAergique, donc anti-anxiété. Donc ici, je reprends. Moi, je ne vais pas m'attarder sur cette slide-ci. C'est une slide qu'on avait faite avec Guénaël Abéguilé et le docteur Rosimond lors d'une conférence qu'on avait présentée à Bruxelles il y a quelques années. C'était juste pour montrer, limite, s'il y avait une seule courbe sur laquelle on peut s'attarder ici, c'est vraiment cette montée de progestérone en deuxième phase de cycle. Et ici, bon, je ne vais pas m'attarder sur cette slide-là, sinon on va perdre trop de temps. Je vais passer à la suivante. Par rapport à la progestérone, donc, sont les rôles principaux de la progestérone. Et quand on voit les conséquences de ce qu'elle a, c'est vraiment relié à ce manque de progestérone. Donc, elle est diurétique, donc anti-rétention. Elle est GABAergique. Je m'attarde juste sur les signes qui concernent l'aura. La progestérone, elle va avoir un effet modulateur aussi par rapport aux récepteurs aux œstrogènes et aux androgènes, donc c'est pas mal pour ça. Ici, particulièrement la conversion entre de la T4 vers la T3, et elle a un effet calmant aussi sur la production d'histamine et un effet anti-inflammatoire. Donc c'est vraiment une hormone apaisante. Et son côté hyperthermiant, c'est relié à son soutien de l'activité thyroïdienne. Alors, la conversion de T4, T3, ça se passe' le foie, principalement dans les reins, dans les intestins, mais aussi un petit peu dans les ovaires. C'est dépendant de l'enzyme 5'-désiodase qui doit être fonctionnelle. Donc, elle doit être fonctionnelle, simplement vérifier peut-être le polymorphisme génétique de la DIO2 peut être intéressant, mais aussi optimiser tous les micronutriments qui la concernent, donc sélénium, zinc, magnésium, B12, fer, cuivre, manganèse, vitamine E. Ça, c'est à optimiser dans l'assiette et vérifier pour voir s'il n'y a pas de carence. Mais elle est activée, cette enzyme, par la progestérone. Et donc, même si on optimise tout l'aspect micronutritionnel et qu'on manque de progestérone, ça ne va pas bien se passer. Alors, une première plante sur laquelle j'avais envie de me pencher, une plante qui est vraiment, qui va soutenir cette conversion T4, T3, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha qu'on appelle le ginseng indien, c'est une grande adaptogène qui est très connue par rapport au soutien de la surrénale, mais elle va avoir ce côté stimulant de la thyroïde par rapport à la conversion T4, T3. Alors, voilà, ici je passe. La deuxième plante qui est à pointer par rapport au soutien thyroïdien qu'on retrouve dans énormément de compléments de soutien de la thyroïde, c'est le gugule. Donc, qui active cette conversion T4, T3, mais qui améliore aussi la captation de l'iode dans la thyroïde, qui améliore l'activité des enzymes thyroïdiennes, va avoir aussi un côté anti-inflammatoire, antioxydant. Hop. Ici, je vous ai remis une petite fiche pratique pour tout ce qui était cofacteur de la thyroïde à optimiser. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus ici. Donc l'iode, etc., évidemment la vitamine E. La vitamine A qu'on a souvent tendance à oublier parce qu'elle doit se coupler à la vitamine D pour que le complexe puisse migrer vers le récepteur nucléaire de la cellule.
Donc, la carence en vitamine A et l'hypothyroïdie étant en elle-même déjà un cercle vicieux parce que quand on a trop peu de vitamine A, ça ne permet pas aux hormones thyroïdiennes d'être fonctionnelles. Et quand on a une hypothyroïdie, une des conséquences de l'hypothyroïdie, c'est une moins bonne conversion des bêta-carotènes en vitamine A. Donc là, de nouveau, on se mord la queue. Donc, il faut vraiment faire attention à cette vitamine A. Alors, le premier complément ici que j'ai proposé à la patiente, c'est le Thyronite de Biform, donc qui est le seul complément que je connais sur le marché, qui est un complément pour la thyroïde qui se donne le soir. Donc, on va travailler sur la qualité du sommeil en plus de travailler sur le soutien de la thyroïde. Donc, elle va contenir évidemment l'ashwagandha, le gugule, mais aussi du magnésium, des plantes comme le griffonia qui vont avoir une activité sérotoninergique, chardon plutôt pour le soutien du foie, le safran pour le côté sérotoninergique aussi, et la théanine qui est un extrait de thé vert, donc un extrait de thé vert mais pas la partie de la théine dynamisante du thé vert, évidemment. La théanine, c'est plutôt un agent calmant qui va moduler les ondes alpha au niveau du cerveau. Donc voilà, c'est un complément qui a été formulé par Catherine Godiziawa, qui est vraiment hyper complet. Et dès qu'on a quelques signes d'hypothyroïdie, même sans analyse, je trouve qu'on peut déjà le donner par défaut. Alors, conséquence de la mauvaise conversion T4-T3, évidemment, l'hypochloridrie. La T3 étant le chef d'orchestre au niveau des enzymes digestives. Donc, on va avoir moins bonne production d'HCl, donc acide chlorhydrique. On va avoir une moins bonne production d'enzymes. Donc, voilà, elle avait tous ces signes de mauvaise digestion qui étaient déjà en train de s'installer. Donc, voilà, la T3 a aussi une influence sur la motilité intestinale. Donc, en gros, en résumé, ça va faire un intestin paresseux. Et comme conséquence de cette hypochloridrie, on va aller vers une dysbiose de putréfaction. Donc, il y a une moins bonne acidité gastrique, du coup, une moins bonne digestion des protéines, moins de peptine, etc. Et des protéines mal digérées qui vont arriver dans l'intestin, dans le côlon et qui vont putréfier. Alors, altération du microbiote, ralentissement global du transit intestinal, stagnation des matières fécales et donc plus de constipation aussi. Plus de constipation, donc ça c'est un signe typique de la faiblesse thyroïdienne, c'est la constipation, mais il y a aussi un lien direct de la progestérone en elle-même par rapport à la constipation. Donc la progestérone, vous savez que c'est une hormone qui va être myorelaxant, donc ça va détendre les muscles lisses, elle a un effet tocolytique sur l'utérus. Donc, on la donne souvent, d'ailleurs, c'est connu, quand on a des grossesses et qu'il y a des petites mises sous tension, voilà, le médecin va souvent donner de la progestérone, mais elle a aussi cette action relaxante sur les intestins. Et donc, elle peut les rendre un petit peu plus paresseux, un peu moins mobiles. Donc, il y a la progestérone, quand on en a plus, ça va détendre, et donc ça peut les rendre un peu paresseux, mais à contrario, vous allez me dire, oui, c'est bizarre, parce que si on en a plus, ça détend, et si on en a moins, ça constipe aussi. Oui, si on en a moins sur le long terme, là, on va avoir un intestin qui va y avoir plus de rétention d'eau, l'intestin va être plus dilaté, va être moins actif, les selles vont stagner plus, il va y avoir plus de constipation. Et si le déficit en progestérone devient chronique, à ce moment-là, il y a une diminution de la motilité intestinale qui est un peu exacerbée. Et donc voilà, ça peut être aussi une des causes directes de la constipation. Alors, après la première consultation, moi, je lui ai conseillé de faire une analyse d'urine pour voir s'il n'y avait pas une mycose intestinale. Donc, ce qu'on demande souvent, c'est le DMI. Ici, la dysbiose de putréfaction, elle était évidente. Et au niveau budget, j'ai quand même fait attention par rapport à ce qu'elle m'avait demandé. Donc, j'ai demandé juste pour différencier, voir s'il y avait un module fongique qui était présent ou pas, une mycose intestinale. Puis, en accord avec la gynécologue, on lui a proposé les analyses suivantes. Donc, la TSH, T4, T3 pour la thyroïde, ces œstrogènes AJ3, la SHBG, LH, FSH, la DHEA dans sa forme sulfatée, la testototale, tous les micronutriments qui pourraient être en lien avec la thyroïde, le zinc, sélénium, vitamine A, vitamine E, la vitamine D aussi, oui, elle est plus basse, la vitamine D, la CRP ultrasensible, la ferritine, et sur les urines de 24 heures, l'iode et le cortisol total. Donc,
ça, c'était après la première consultation. Et les recommandations qu'elle a reçues après la première consultation, c'est d'apporter plus d'enzymes dans son alimentation. Donc, je lui ai conseillé de prendre du miso. Miso, pâte de soja fermenté japonais. De mastiquer, évidemment, gros travail sur la mastication. Hein, l'estomac n'a pas de dents. Travailler sur le stress avec toutes les techniques de gestion du stress. Commencer son repas par des acides aminés ou du vinaigre si elle le supporte. Des noix du Brésil, origine Brésil, pour avoir la dose de sélénium, le maquereau pour les oméga 3 et le sélénium, l'huile de germe de blé pour la vitamine E, l'huile de bourrache, alors soit en alimentaire, soit en complémentation au choix. Je préfère toujours laisser le choix quand il y a moyen de le faire en alimentaire. Et le psyllium, une cuillère à soupe avec de l'eau, ça c'était par rapport à sa constipation. Et puis aussi, je lui ai conseillé de porter une gouttière dentaire la nuit pour son bruxisme. Donc, au niveau de sa complémentation, au sortir de la première consultation, rien qu'avec la clinique, je lui ai proposé de prendre du magnésium, Mg max 2 matins et 1 le soir. Je vous explique pourquoi juste après. Le Thyronite, ça c'est 2 gélules le soir. Le Woman Vital, 2 le matin. Le Vital Digest, 2 à chaque repas. La vitamine D3, 2000 unités, 2 gélules au repas du soir ou 14 gélules par semaine. Et l'huile de bourrache, si elle choisit la complémentation, 3 gélules au repas du soir. S'il y avait une mycose, 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree diluées dans une cuillère à soupe à café à soupe, d'huile végétale en topique sur la muqueuse. Peu importe l'huile végétale. Donc ici, je vais présenter tous les compléments que je viens de vous citer. Alors, le Vital Digest, ici, ça va vraiment soutenir la digestion haute, en fait. Donc, on a vu au niveau de son estomac, c'est probablement une hypochloridrie. Si on soutient déjà par défaut au niveau de sa digestion haute, ça va l'aider. Donc, c'est un 3 en 1 parce qu'on va avoir un apport d'HCl. Donc, pour stimuler l'acidité de l'estomac, on va avoir les enzymes pour l'aider à digérer. On va avoir tous les protecteurs de la muqueuse, comme la réglisse le gingembre, la réglisse, et on va avoir aussi des stimulants de la bile, comme le pissenlit. Donc, c'est le côté 3 en 1. Donc, ça va soutenir la production de bile, ça va protéger la muqueuse et ça va soutenir la digestion avec l'HCl. Donc là, c'est 1 à 2 par repas. Moi, je dis souvent 1 petit repas, 2 gros repas. Le magnésium qu'on avait donné 2 matins et 1 le soir, je n'ai remis que 1 le soir parce qu'il y avait déjà un petit peu de magnésium dans le Thyronite. D'accord? Donc ici, c'est une formule ultra classique de magnésium qui contient à peu près 120 mg de magnésium élément par gélule avec les sels glycérophosphate, bisglycinate, etc., des bons sels, et la taurine et la B6 comme rétenteur de magnésium. Alors, l'huile de bourrache, c'est 3 gélules le soir. Après, je vous expliquerai juste la slide après pourquoi l'huile de bourrache, par défaut, on risque vraiment pas de se tromper. Hop. Parce que la bourrache, elle est connue surtout pour le côté hydratation de la peau, mais au niveau hormonal, elle va avoir plein de propriétés hyper intéressantes. Donc, elle est anti-inflammatoire. On sait que le GLA, c'est un oméga 6 qui est anti-inflammatoire. Mais il y a un côté antispasmodique, donc ça va calmer les crampes. Il y a un côté anti-allergique, diminuant de la prolactine, et qui va moduler aussi l'activité des récepteurs alpha aux oestrogènes. Donc, on va pouvoir l'indiquer sans aucun souci dans tout ce qui va être syndrome prémenstruel de manière générale et ici en particulier autour de la ménopause. Alors, les autres plantes qui vont nous aider à réoptimiser son ovulation, ça va être le yam, l'alchimie et la maca. Alors, la maca, ici, c'est aussi une plante adaptogène. Donc, c'est le ginseng péruvien, l'or des Incas, qui est un tonique qui est plutôt stimulant comme plante, donc il faut quand même le prendre en début de journée. Elle est très connue, la maca, par rapport à son aspect sur la libido, mais il n'y a pas que ça, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est plus étudiée, parce que dès qu'on parle de libido, évidemment, ça intéresse. Elle va avoir un effet modulateur de la 5-alpha-réductase, elle va diminuer le stress, diminuer la fatigue. Elle est riche en fer et en vitamine C, donc ça a un impact aussi sur tout ce qui va être anémie. Voilà, c'est vraiment une plante qui va dynamiser l'axe de manière générale, hypothalamo-hypophysaire gonadique.
Alors ici, le Woman Vital, c'est le complément, je lui ai proposé de prendre 2 le matin. Elle contient de lactée agrave noire. Lactée agrave noire, elle va travailler sur tout ce qui va être bouffée de chaleur et sueur nocturne. Donc là, ça va vraiment être symptomatique. La mélisse et le magnésium, tout ce qui va être sédatif, calmant, apaisant. L'alchimie et le yam, là, ça va vraiment avoir une activité de soutien de la progestérone. Mais ces 2 plantes ne fonctionnent pas comme des oestrogènes-like. Ces 2 plantes-là qui vont être des progestérone-like, il faut faire la nuance entre progestérone-like et une plante qui va être un analogue de structure avec la progestérone. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas comme si c'était des molécules qui venaient se pluguer sur les récepteurs à la progestérone. C'est un effet complètement différent. C'est un effet assez indirect et global, en fait. Le chrome et le 5-HTP, là, ça va travailler sur les pulsions sucrées, sur le côté sérotoninergique. Et la maca, comme je l'ai décrite la slide précédente. Alors, j'avais envie de faire une petite note sur le yam, parce qu'on sait que le yam, c'est une plante qui est beaucoup utilisée en médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires, et qu'elle est aussi utilisée par l'industrie pharmaceutique pour fabriquer tout ce qui va être des médicaments progestatifs de synthèse. Et ça, c'est la diosgénine qui est un précurseur de la progestérone qui va se transformer en progestérone. Et donc, quand on donne du yam en complément alimentaire, il contient cette diosgénine, mais le corps humain n'est pas capable de transformer la diosgénine en progestérone. Donc, s'il y a des détraqueurs du yam qui viennent dire que c'est pas vrai, que ça ne se transforme pas en progestérone, ils ont tout à fait raison. Ce n'est pas le mécanisme qu'on recherche en donnant du yam. Ça, c'est ce qu'on va vraiment utiliser dans l'industrie pharmaceutique. Néanmoins, quand on donne le yam, même si la diosgénine ne s'active pas en progestérone, il va y avoir un effet beaucoup plus systémique, en fait. Il y a une action qui va être régulatrice, qui va être globale et qui stimule de manière générale l'axe surrénalien et aussi ovarien. Donc, on a en clinique vraiment de très bons effets avec le YAM. Voilà, j'avais vraiment envie de noter la différence là-dessus parce que ça pourrait être un... Je me suis dit, il y aura peut-être la question, donc je vais déjà y répondre. Alors, donc la deuxième consultation, à 3 mois, la patiente elle va réaliser que le test urinaire. Les analyses sanguines n'avaient pas été faites parce que les J3, elle n'a pas pu faire ses analyses. Elle n'avait pas réalisé sa gouttière non plus. Mais bon, c'était l'été. Donc, son poids est stable. Elle a quand même la sensation d'avoir dégonflé. Au niveau de sa digestion, il y a une grande amélioration, moins de constipation, la selle presque quotidienne, quand même difficile à évacuer, moins de gaz, les ballonnements disparus et au niveau de sa digestion haute, grandement amélioré. Son stress, elle estime à 4 sur 10 au lieu de 7 sur 10. Sa peau est plus souple, mais il n'y a pas vraiment d'amélioration sur les cheveux. Maintenant, au mois de septembre, on perd quand même beaucoup ses cheveux aussi de manière générale. Au niveau de son sommeil, plus apaisé, moins de transpiration. Du coup, comme le sommeil est meilleur, il y a une meilleure mémoire, meilleure concentration. La frilosité, ça va. Libido meilleure observation de la glaire et les règles un petit peu moins abondantes. Et son syndrome prémenstruel est quand même amélioré parce qu'elle se sent moins gonflée, elle a moins de rétention d'eau. Au niveau de son spotting, elle en a eu le premier cycle après, oui, et le cycle suivant, non. Elle a eu une fois une mycose légère qu'elle a traitée par titri. Donc, on voit le résultat de son MI avec la ligne sur laquelle il faut se pencher ici, c'est la 4e ligne qui est la plus intéressante, c'est le rapport D sur L arabinitol, où on voit qu'elle a bel et bien une candidose carabinée. Pourtant, il n'y avait pas énormément de signes cliniques, si ce n'est que les mycoses vaginales qu'elle avait. C'est ça qui m'a fait penser qu'il fallait quand même investiguer ce qu'on a bien fait. Donc ici, on va proposer à cette consultation de lui faire un reset intestinal et de lui faire un vrai nettoyage intestinal qui va traiter sa dysbiose de putréfaction et sa candidose. Donc avec ça, on va essayer de lui proposer des plantes antiseptiques en huile essentielle d'origan avec des feuilles d'olivier, du lapacho et des plantes antifongiques, l'acide caprylique de la coco, la berbérine et bromélaïne et ficine pour liser les biofilms. Donc ici, le plan d'attaque, c'est quoi ? En 2 phases. La première phase, 4 semaines avec le clean test.
Comme il y a de l'origan dedans, je ne le propose jamais, moi, plus de 4 semaines d'affilée. Après, on trouve des plantes qui vont venir entretenir, mais l'origan ne doit pas se prendre sur une trop longue durée. Et encore, il faut que le foie soit aussi capable de le supporter. C'est quand même une huile essentielle à gros phénol. Alors après, le clean intest, on va donner un matin, un midi et un soir. On arrête le week-end et on fait ça 4 semaines d'affilée. Donc, ça fait 60 gélules au total, soit un flacon. La phase 2, après ces 4 premières semaines de nettoyage, on va directement donner une bonne dose de probiotiques avec le ProbioDigest. Ici, 3 à jeun, donc à jeun le matin si possible, ou alors sur un estomac vide le soir au coucher. Ça, c'est en fonction de la compliance de la patiente. Donc ici, on va être avec 3 gélules sur un peu plus de 60 milliards de souches par prise. Et un perméa, donc le perméa, ah oui, j'ai fait une petite faute là, le perméa, il y me manque un E, donc c'est perméa vital forte, une cuillère à soupe le soir au coucher pendant 2 mois, et ensuite on fait 1 jour sur 2 pour continuer à entretenir. Et on garde évidemment toute la complémentation qui a été mise en place à la première consultation. Donc voilà, le clean intest, il va contenir tout ce qu'on a dit, toutes ces plantes antiseptiques sont reprises dedans, et toutes les plantes antifongiques sont là aussi. Donc ici, c'est 1 voire 2 gélules, ça dépend un petit peu des posologies. Moi, je proposais aussi 1 gélule par repas pendant 1 mois, ce qui est une posologie assez classique. Le ProbioDigest, donc c'est un mélange de lactobacilles et de bifidobactéries. On arrive à peu près à plus de 20 milliards de souches par gélule, donc il est quand même bien dosé. Ici, j'ai proposé 3 gélules, donc je montais la posologie par rapport aux recommandations du laboratoire qui propose classiquement 2 gélules. Après avoir pris des bonnes doses d'origan, je préfère être au-dessus de 60 milliards de souches pour les probiotiques. Et en même temps que les probiotiques, on a ce perméa vital qui va évidemment apporter toutes les fibres avec la gomme d'acacia, etc., la glutamine, l'ornithine pour les acides aminés et tous les anti-inflammatoires qui vont pouvoir être bénéfiques pour l'intestin. Il y a du zinc cicatrisant, de la mélisse pour la muqueuse. Enfin voilà, c'est vraiment un complément perméa qui vise assez large et qui va gérer la santé intestinale vraiment globale, quoi. On peut le garder sur du assez long terme, ce perméa vital. Donc voilà, elle repart avec ça à la 2e consultation. Ici, je garde les autres compléments. Donc j'espère qu'elle refera ses analyses après. Donc ici, ce sont des compléments pour les reprendre. Donc il y avait le magnésium, la bourrache, le Tyronite, le Woman Vital. Ces compléments-là peuvent être donnés simplement basés sur la clinique. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller vers des analyses fonctionnelles parce qu'ils vont être à spectre, on va dire, assez large de manière générale par rapport à tout ce qui va être symptomatique. Donc voilà, j'ai tenu en une demi-heure. Waouh, je conclus. Donc la fatigue ovarienne, comme je vous le disais au début, va nous conduire à une dysovulation qui est certes physiologique, mais qui entraîne quand même toute une chute de progestérone avec toutes les conséquences que ça occasionne. Syndrome prémenstruel augmenté, troubles thyroïdiens augmentés, anxiété augmentée, troubles digestifs augmentés et comme conséquence des troubles thyroïdiens, évidemment, mauvaise gestion du poids, prise de poids inexpliquée, etc. Donc, je voulais juste refaire un petit point encore ici par rapport à la question de la prise en charge de la ménopause de manière générale. Quand on est en ménopause confirmée, donc normalement c'est 1 an sans règles, là on a vraiment les hormones LH et FSH qui vont augmenter et on va cesser d'ovuler. Donc là, on peut se poser la question avec son médecin, est-ce que je prends un traitement hormonal de substitution ou pas, etc. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ça, c'est vraiment à voir autour de la ménopause une fois qu'elle s'installe durablement. Mais en attendant, il y a toute une période qui va être plus ou moins longue chez la femme qui peut durer assez longtemps, ça peut durer même jusqu'à 10 ans, de moins bonne qualité ovulatoire, où on va vraiment avoir une faiblesse ovarienne pour toutes les causes que j'ai expliquées, que j'ai pointées tout à l'heure.
Et là, cette période, on va vraiment essayer de travailler sur l'optimisation de l'ovulation. Le fait, le fait de soutenir les ovaires sans supplanter par des hormones, bien entendu, en essayant de soutenir au maximum le plus longtemps possible, c'est une période qui est difficile à prendre en charge parce que on va avoir plus de mal à s'observer au niveau de son ovulation, on va avoir tous les symptômes de syndrome prémenstruel qui seront augmentés, des cycles qui vont être beaucoup plus irréguliers, etc. Donc, le fait de prendre des plantes harmonisantes qui vont soutenir, ça, je l'ai remarqué beaucoup avec le YAM, par exemple, en clinique, on va pouvoir vraiment redonner des cycles plus réguliers et on va vraiment travailler sur allonger le plus possible cette qualité ovulatoire jusqu'au moment où elle s'arrête définitivement. Voilà. Donc, je pense que j'ai terminé. William, je vous remercie pour votre écoute. Merci Clara, Je pense qu'on s'est passé. c'était très très clair. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y passer avec Sarah dans 2 minutes, mais avant ça, j'aimerais rapidement vous présenter SimplyCure. Donc, ce webinaire, il était présenté en partenariat avec Biform, qui est un laboratoire de haute qualité qui est disponible sur notre plateforme. Et j'aimerais rapidement vous la présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, SimplyCure, en gros, nous, c'est une plateforme relativement jeune, on a 2 ans. On a remarqué quand on avait vraiment envie de simplifier la médecine fonctionnelle, c'était assez chronophage en fait de faire des recommandations, et encore plus des recommandations multilabos. On recommandait un produit chez Biform, un deuxième laboratoire, et un troisième encore d'un autre labo, et encore plus dur pour vos patients qui ont du mal à acheter les produits sur différents labos avec des frais de livraison qui peuvent s'accumuler. Et du coup, on a en 2 ans regroupé, maintenant aujourd'hui, on a eu plus de 120 laboratoires et 2000 formulations sur la plateforme SimplyCure. C'est une plateforme qui est totalement gratuite et je vais vous montrer rapidement son fonctionnement. Je vais partager mon écran. Hop. Clara, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien mon écran? Oui, moi je le vois. Ok, top. Voilà, donc là je vous montre rapidement SimplyCure comment ça fonctionne. Tout d'abord, quand vous serez connecté sur SimplyCure, vous pouvez vous créer un compte directement. Donc, on le valide juste sur base de votre diplôme. Vous aurez ici à gauche tous les replays des webinaires. Donc, pour ceux qui me l'ont déjà demandé, le webinaire de Clara avec Biform sera disponible dès cet après-midi sur SimplyCure. Et ici à droite sont les derniers laboratoires qui nous ont rejoints. Donc, on a rentré il y a quasiment 1 an le laboratoire Biform. Et si vous avez d'autres produits, notamment de chez Biform, que vous souhaitez rajouter, n'hésitez pas à nous le demander. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, on veut vous alléger la tâche, vous faire gagner un petit peu de temps. Vous sélectionnez votre patient et vous venez rajouter différents produits pour répondre justement aux besoins si on est sur la ménopause. Je vais taper ici par exemple Biform et on verra les différents produits dont Clara a parlé aujourd'hui. Pour chacun des produits, vous aurez à chaque fois un descriptif complet du produit avec un tableau des nutriments qui est détaillé. Et si le produit convient, je le rajoute. Et il vient se rajouter ici à ma recommandation que je peux personnaliser 2G2 une fois par jour, une fois pendant un mois. Bon, ça, je laisserai Clara sur les instructions de prise. Et donc, vous allez vraiment, on a parlé du Manimax, on a parlé de différents produits, le Perméa Vital Plus aussi. Vous rajoutez les différents produits à la recommandation. Il se rajoute ici pour votre patient. Si vous avez des produits qui vous manquent, vous pouvez nous faire une demande, nous disant, tiens, il manque ce produit-là de chez Biform, par exemple, et on le rajoutera. Et alors, une fois que la recommandation est réalisée, vous l'envoyez à votre patient qui peut directement tout acheter à un seul endroit. Et là, c'est vraiment super simple. Alors, dans ce cas-ci, évidemment, je fais que du Biform. Je pourrais faire du Biform et d'autres laboratoires, ce qui vient vraiment simplifier la vie du patient qui peut tout acheter de manière centralisée et éviter d'avoir des frais de livraison qui se superposent. Il reçoit un seul colis dans les 2 jours à domicile, ce qui est aussi un petit peu plus écologique. Et vous, derrière, vous avez le suivi. Donc, vous pourrez savoir exactement, tiens, j'ai recommandé tel et tel produit à William. Est-ce qu'il a bien été observant? Est-ce qu'il a bien écouté mes recommandations? Voilà, grosso modo, en résumé, ce qu'on fait avec SimplyCure, c'est un outil pour vous faciliter la vie et faciliter votre pratique. Je vous envoie le lien dans le chat. L'inscription est gratuite et je propose qu'on passe
aux questions pour Clara. Alors Clara, il y a eu pas mal de questions aujourd'hui. On a d'abord Malika qui a demandé, est-ce que le dérèglement de la thyroïde peut être aussi en hypo qu'en hyper? Ici, vu que c'est par manque de T3, on est plutôt sur hypo. Ok. Nat, je pose Nathalie. Si ces mêmes symptômes se présentent chez une femme ayant subi une thyroïdectomie, les conseils sont-ils et les compléments à proposer sont-ils identiques? Absolument pas. Ça ne sert à rien de lui donner du Thyronite si elle n'a plus de thyroïde. À ce moment-là, c'est un accompagnement médical avec des hormones thyroïdiennes de synthèse. Ok, très clair. Clémence qui dit, donc le manque de T3, est-ce qu'il cause les troubles digestifs suite à des repas riches par exemple? Attends, je n'ai pas suivi la question. Le manque de T3, trouble digestif avec un repas trop riche? Ouais, Ben non, si le repas est trop riche, c'est pas le repas trop riche qui va générer le manque de T3. Ici, le manque de T3, c'est plutôt soit micronutritionnel à la base. C'est clair qu'un repas trop riche, mais ça, dans toutes les conditions, avec une bonne T3, une mauvaise T3, ça peut avoir des effets chez tout le monde. Donc voilà, je ne comprends pas trop le sens de la question, en fait, si elle peut préciser un petit peu. Clémence, n'hésitez pas à reposer la question et on y répondra. Alors, sorry, parce que les questions, il faut aussi un petit peu les déchiffrer. Est-il indiqué le Thyronite adapté en cas de femme ménopausée depuis peu avec des réveils réguliers nocturnes? Oui, parce que la thé à grappe noire va vraiment travailler sur les troubles climatériques. Donc, ça va travailler sur tous les symptômes liés à la ménopause. Et alors, j'ai lu aussi dans les questions qu'il y avait des demandes s'il y avait des contre-indications, surtout en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. J'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 fois. Donc ça, c'est vraiment une question aussi importante. Lactée à grappe noire, elle a prouvé son innocuité en cas de cancer hormonodépendant ou d'antécédent de cancer. En revanche, en ce qui concerne le Woman Vital, moi, je ne le conseillerais pas sur un antécédent de cancer hormonodépendant parce qu'il contient la maca, qui est plutôt anabolisante et stimulante. Donc, pour cette raison-là, je ne le proposerai pas, par prudence. Par contre, en revanche, la bourrache, sans aucun problème. Okay. Hélène, qui te demande, en tant que naturopathe, on n'a pas le droit de prescrire des analyses, donc comment on fait pour savoir les défaillances micronutritionnelles et hormonales? Alors, déjà, si en tant que naturopathe, on a les personnes, donc ça dépend si on est en France ou en Belgique. Déjà, parce qu'en France, les thérapeutes non médecins peuvent proposer des analyses qu'ils soumettent à leurs patients, puis les patients sont libres de choisir qu'ils vont les faire réaliser par eux-mêmes, non remboursés à ce moment-là dans un laboratoire. En Belgique, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que moi, je suis en Belgique et je ne suis pas médecin. Donc, je me suis toujours associée avec des médecins pour pouvoir faire les prescriptions d'analyse. Donc, je travaille ici, moi, très régulièrement avec une gynécologue et puis souvent aussi avec les médecins généralistes des personnes qui viennent me voir. Donc, c'est toujours un travail en aller-retour avec l'équipe médicale qui s'occupe du patient ou de la patiente. Pour ajouter là-dessus, il y a une boîte qui s'appelle SYMP, SYMP, qui permet pour les naturopathes justement de proposer certaines analyses. Ça vaut la peine de les regarder. Je vais les noter dans le chat. Hop, SYMP. Vous pouvez regarder. Voilà, le MI, mycose intestinale, par exemple, ça c'est une analyse d'urine. Tout ce qui va être urine ou salivaire peut être proposé par des naturopathes, même en Belgique, sans spécialement passer par la prescription d'un médecin, parce que c'est considéré comme étant un recueil et non pas un prélèvement, donc c'est beaucoup moins invasif pour le patient qu'un prélèvement sanguin. Enfin, en tout cas, c'est la législation belge qui veut ça. En France, c'est différent. Marie-Pierre qui te demande si le Vital Digest est compatible avec HTA. Sinon, quelle proposition? Oui, parce que la réglisse dans le Vital Digest, elle est déglycérinisée. Et donc, c'est la glycyrrhizine de la réglisse qui pose problème en cas d'hypertension. Et ici, on a enlevé, on a travaillé la réglisse pour ne pas que ça soit, pour que ça soit compatible avec en cas d'hypertension. Donc, pas de problème avec la réglisse. Top. Malika qui te demande est-ce que les fibromes sont une des conséquences du dérèglement et quel serait le complément et protocole que tu conseillerais?
Alors, fibromes, kystes, etc., sont souvent une conséquence d'un manque de progestérone. Là, en cas de fibrome, c'est vraiment un diagnostic médical parce que ça dépend où se situe le fibrome, quelle taille le fibrome il a. Donc déjà, il faut absolument avoir un accompagnement chez le gynécologue. Et c'est évident que de notre côté, optimiser au niveau micronutritionnel, prendre en charge l'intestin, diminuer l'imprégnation œstrogénique chez la patiente, que ce soit avec des aliments soufrés ou avec de l'iode, etc. Enfin voilà, tout ce que nous, on va pouvoir faire de notre côté au niveau de la micronutrition pour cet équilibre œstroprogestéronique, on va pouvoir le faire. Mais ça oblige quand même à renvoyer d'office vers l'accompagnement médical. Ok. Il y avait aussi, je vois, sur tester son pH avant de prendre les probiotiques le matin. Donc là, je ne l'ai pas dit, excusez-moi de ne pas l'avoir dit, mais les probiotiques de chez Biform, ils ont une gélule gastro-résistante. Il n'y a pas de souci par rapport à la barrière de l'estomac. Ok, hyper clair. Nat qui te dit que ce protocole implique la prise de beaucoup de compléments si la personne ne le souhaite pas ou qu'elle ne le peut pas pour contraintes budgétaires. Quels seraient le ou les compléments à prioriser? Ouais, très très bonne question. Donc, c'est vrai que moi, je reçois parfois des personnes, ils n'ont jamais pris de complément de leur vie et quand on leur parle déjà de prendre de la vitamine D, c'est déjà énorme. Et puis, j'en ai d'autres qui viennent de médecins fonctionnels et qui prennent déjà 40 compléments par jour. Donc, ça dépend vraiment de la compliance du patient et ça dépend aussi de comment je leur présente les choses parce qu'ici, c'est clair que je leur dis que ça va être une première phase qui va durer entre 6 mois et 1 an où on va corriger les carences, on va essayer de remonter. Elle est venue avec des plaintes. Ça dépend de leur budget, ça dépend de leur compliance, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, il faut essayer de s'adapter vraiment à la disponibilité du patient derrière. Et donc, ici, si on devait prioriser les compléments, j'aurais gardé... je les aurais quand même mis, j'aurais mis un peu moins de Vital Digest, j'aurais peut-être mis 2 gélules par repas plutôt que 2 par jour plutôt que 2 par repas, une à chaque gros repas. J'aurais insisté beaucoup plus au niveau de la mastication. J'aurais laissé quand même celui en priorité que j'aurais laissé, c'est celui pour la thyroïde par rapport au Women Vital. C'est sûr que le soutien de la thyroïde aurait été vraiment pour moi important. Voilà, si j'avais dû choisir, si j'avais dû faire un choix. Mais j'aime pas faire de choix comme ça parce que voilà, c'est comme ça que je le présente aux patients, c'est de dire écoutez, si vous mettez de l'essence dans votre voiture et qu'il n'y a pas d'eau dans le radiateur, elle avance quand même pas. Donc si là vous êtes là pour venir corriger quelque chose avec moi et il faut que ça soit efficace, il faut que vous soyez content. Donc c'est clair qu'il va falloir mettre un certain budget pendant 6 mois et puis après on va diminuer au fur et à mesure du temps que les symptômes disparaissent, on va diminuer la complémentation pour arriver à une vitesse de croisière qui sera beaucoup plus légère que ça. Ouais. Ils peuvent aller sur Simplicure, ils peuvent tout acheter à un seul endroit, ils n'ont déjà pas les frais de livraison, donc ils ont différentes options. Très bonne réponse. Sabine qui te demande si le 5-HTP est présent dans 2 compléments proposés dans ton protocole. Qu'en est-il des dosages? Et on le préconise en prise à 17 heures, alors que dans votre protocole, c'est le soir. Oui, quand on propose le 5-HTP pour le côté sérotoninergique, c'est vrai qu'on va le proposer plutôt en deuxième partie de journée, mais par rapport aux compulsions de fin de journée, on va souvent le proposer à ce moment-là. Ici, c'est plutôt une formule globale qui a été faite par Catherine Gaudisiabois pour optimiser le sommeil de manière générale. Alors oui, c'est la sérotonine, pour moi, c'est à partir de 17 heures. Si on prend le soir, c'est bon aussi. Et là, par rapport au cumul des 2 sources de 5-HTP, il n'y a pas de problème par rapport à tout ce qui va être sérotoninergique. Si elle avait un médicament antidépresseur, on aurait pu remettre les choses en question. Donc là, il aurait fallu rechanger peut-être la réflexion de la complémentation, mais ici, ce n'était pas le cas. Ok. Est-ce que ton protocole est à suivre sur plusieurs années jusqu'à l'arrêt des règles ou dès que les cycles ne sont plus mensuels? Bonne question. Donc, à suivre sur plusieurs années, déjà, moi, je préfère pas partir sur plusieurs années. Ça va être sur plusieurs mois et avec l'évolution des consultations, on va se revoir plus ou moins tous les 3 mois où on va adapter. Donc, la thyroïde, c'est sûr que si le complément à un moment donné ne suffit pas, il faudra peut-être proposer autre chose. Mais là, elle avait déjà une amélioration clinique en 3 mois. Donc, on verra après aux analyses ce que ça racontera. Et
tant que moi, le Woman Vital est tant que il y a ici hors contre-indication, etc., antécédent, mais ce Woman Vital pourrait être pris sur un cours assez long, bien que quand il y a de la phytothérapie, moi, j'aime bien quand même faire des fenêtres thérapeutiques où on ne met pas le complément. Donc, le faire pendant un certain temps. On va le faire quelques mois, le temps de voir les choses, comment elles évoluent. Et puis après, je lui proposerai de faire des pauses et éventuellement de le reprendre s'il en a encore besoin. Ok. Est-ce que la L-théanine est proposée pour améliorer le sommeil de la cliente? Oui. Ok. Oui, la L-théanine, c'est vraiment, même dans des compléments, enfin, on le retrouve très souvent, même pour les enfants qui ont un trouble de l'attention, ça va être très apaisant comme complément. Et même les animaux, on leur donne de la L-théanine aussi. Ça fonctionne très bien. Je l'ai fait avec mon chat. Ok. Alors, Laetitia, est-ce qu'on arrive bien à remonter la progestérone? On peut espérer que la thyroïde reparte et arrêter le complément thyroïde, ou doit-on toujours supplémenter les différents axes? Et oui, mais ça, c'est vraiment la question qui est reliée avec si je traite toujours la cause qui est au-dessus, ben, au final, toutes les conséquences vont disparaître au fur et à mesure. Après, c'est une question de temps. C'est clair, si on arrive à optimiser cette production de progestérone et qu'il n'y a pas de manque micronutritionnel, ni d'iode, ni de sélénium, etc., ben, c'est clair que la thyroïde, s'il n'y a pas de souci, ben, elle peut tout à fait refonctionner correctement si on optimise cette conversion T4, T3. Donc, là, à la question, je réponds oui, bien sûr. Ok. Karine qui demande si ces plantes et compléments peuvent être proposés en ménopause confirmée pour des femmes ne souhaitant pas prendre la TSH ou ne pouvant pas en raison d'antécédents de cancer hormonodépendant. Donc, oui, on avait déjà répondu plus haut à la question qui était ici une 2 en 1. Oui, on peut le prendre pendant la ménopause et non, je ne le mettrai pas s'il y avait un antécédent de cancer hormonodépendant à cause de la maca. Ok. Alors, sorry pour les petits soucis de son, parce que je vois que visiblement il y a eu des petits soucis de son, même si moi je t'entends très très bien. Céline qui demande en cas de stérilet hormonal, peut-on aussi avoir une hypoprogestéronémie? Oui, bien sûr. Parce que, bon, après, sous stérilet hormonal, ça dépend un peu. Il y a des femmes qui continuent à ovuler, il y en a d'autres qui ont l'axe complètement bloqué. Donc, ça dépend quelle femme. Il y en a qui n'ont plus du tout leurs règles, il y en a qui ont encore des cycles. Et il y a celles qui n'ont plus leurs règles, bah forcément, vu qu'elles ovulent plus, elles ne fabriquent plus de progestérone naturelle. Donc, elles peuvent quand même avoir. C'est ça qu'il faut bien faire la différence entre les effets de la progestérone naturelle et la progestérone déprogestative, donc la progestérone de synthèse, qu'on va avoir dans les stérilets hormonaux qui vont diffuser au niveau local. Donc la progestérone synthétique, elle n'a pas à avoir ce côté GABAergique, anti-anxiété, etc. Donc si on a un cycle qui est complètement bloqué par une contraception hormonale, ben on pourra avoir plus de signes d'anxiété, etc., liés à ce manque de progestérone naturelle. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les traitements, même, je change de sujet, mais dans le cas de la ménopause, quand on propose des traitements hormonaux de substitution, on va souvent parler d'hormones naturelles bioidentiques dosées à dose physiologique. Et là, c'est là qu'on retrouve la progestérone naturelle qui a tous ces effets sur la sphère psychique que la progestérone de synthèse n'a pas. Okay. Écoute, un tout grand merci Clara, c'était très très clair. Ta présentation d'ailleurs, je te félicite, c'était très clair sur Canva, c'était super pro. Je pense qu'on a répondu quasiment à toutes les questions si je me trompe pas. Merci. Vas-y. Moi, il y a une question, on n'a pas répondu, je l'ai vu passer, mais on ne l'a pas posée. Je pense que c'est pourquoi la vitamine D le soir. Ah oui, juste. Donc, la vitamine D le soir, parce qu'il y a une activité de l'apparat-hormone qui est exacerbée le soir, et l'apparat-hormone va réguler, enfin voilà, on connaît le principe de la vitamine D de l'apparat-hormone, donc c'est pour ça qu'on donne la vitamine D le soir. Okay. Pour ne pas que l'apparat-hormone monte trop et n'aille rechercher des réserves de calcium ou de magnésium, par exemple, dans la réserve osseuse. Ok, top. Et par ailleurs, l'huile de bourrache le soir, c'est pour cette raison-là aussi. Donc, tout ce qui va être acide gras, toutes les bonnes graisses, on va essayer de les donner le soir parce que quand on les donne le soir, elles vont plus avoir cette activité d'intégration de la membrane, la double membrane phospholipidique de la cellule. Pour les oméga 3, c'est pareil. Ok, génial. S'il n'y a
plus d'autres questions. Vraiment un tout grand merci, Clara. Merci aussi à Myriam de Biform. Pour, numéro un, c'est super produit et pour aussi avoir réalisé ce webinaire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très très belle après-midi. Si vous pouvez juste prendre 1 ou 2 minutes pour répondre au petit formulaire de feedback une fois que le webinaire sera terminé, ça me permettra de le partager à Clara et à Biform pour qu'on puisse voir comment encore s'améliorer pour les prochaines fois. Clara, mille merci. Passe une excellente après-midi et à très vite. Merci, un tout grand merci à toi et à Myriam. Oui, bye bye. Ciao, ciao.